La guerre contre l'Iran aurait-elle un lien avec les fichiers Epstein? Comment Israël pilote l'opération Epic Fury de Trump? Le film qu'on croyait de fiction. Il existe un film américain de 1997, Wag the Dog, dans lequel un président des États-Unis, rattrapé par un scandale sexuel à quelques jours de l'élection, décide avec ses conseillers de fabriquer une guerre fictive contre un pays ennemi pour détourner l'attention du public. La guerre est entièrement mise en scène, ces images créées de toutes pièces dans des studios hollywoodiens, ces héros inventés, ces victoires calculées pour couvrir exactement le temps nécessaire à la dispersion médiatique du scandale originel. Quand ce film est sorti, les critiques l'ont salué comme une satire acérée mais improbable du cynisme politique américain. Une hyperbole utile, mais une hyperbole. Personne n'imaginait sincèrement que la réalité pourrait un jour lui ressembler aussi étroitement. Nous sommes au 10e jour de mars 2026. Téhéran brûle sous des pluies noires et huileuses. La fumée des dépôts de carburant incendiés par 80 jets israéliens a recouvert la capitale iranienne d'un voile toxique que les experts en santé publique comparent, sans hésitation, aux incendies des puits de pétrole koweïtiens en 1991. Ces incendies-là ont causé des cancers dans des centaines de milliers de personnes pendant les années qui ont suivi. Les enfants qui respirent aujourd'hui l'air de Téhéran subiront les conséquences de cette pollution dans 10 ou 20 ans. Cette réalité médicale est documentée, établie, incontestable. Et pendant que cette catastrophe humanitaire se déroule en direct devant les caméras du monde entier, une question s'impose avec une insistance croissante dans les cercles d'analyse géopolitique, dans les rédactions indépendantes, dans les couloirs du Congrès américain. Pourquoi cette guerre a-t-elle vraiment commencé le 28 février 2026? Et surtout, qui en a réellement pris la décision? Salut à tous, je suis Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous. Je compte sur votre soutien. Partagez la vidéo autour de vous et merci de l'avoir fait, on continue. De libérer Téhéran à les laisser en vie. Pour mesurer l'ampleur du naufrage rhétorique de l'administration Trump en une seule semaine, il suffit de juxtaposer deux déclarations. Le 28 février, jour des premières frappes, Donald Trump s'adressait au peuple iranien avec la condescendance bienveillante d'un libérateur autoproclamé. Il les invitait à descendre dans les rues, promettait de construire un Iran nouveau, se présentait comme un sauveur venu débarrasser une nation entière de ses chaînes. La propagande du changement de régime avait son visage, ses formules, son souffle messianique habituel. Une semaine plus tard, le secrétaire à la défense Pete Hegseth formulait une menace d'une brutalité toute différente, intimant aux Iraniens de s'inquiéter de savoir si Washington allait les laisser en vie. Cette trajectoire, de la promesse de libération à la menace d'extermination en 7 jours, n'est pas un accident de langage. Elle est le signe clinique d'une stratégie qui se délite, d'un scénario qui ne s'est pas déroulé comme prévu, d'une administration qui a découvert, avec une stupéfaction croissante, que l'Iran n'était pas l'Irak de 2003, pas la Libye de 2011, et surtout pas le Venezuela qu'elle avait peut-être rêvé de renverser par une simple démonstration de force. L'Iran n'a pas capitulé. Le peuple iranien n'est pas descendu dans les rues pour renverser son gouvernement. La succession au pouvoir suprême s'est organisée en moins de 48 heures avec une fluidité institutionnelle qui a désarçonné les planificateurs américains. Et les missiles iraniens continuent de tomber au 8e jour, avec plus de précision et plus de sophistication qu'au premier. Face à cet échec manifeste de son scénario initial, l'administration américaine cherche une sortie. Elle n'en trouve pas. Et la raison pour laquelle elle ne peut pas se retirer est peut-être la plus explosive de toutes les révélations de cette semaine, l'implosion documentaire, 3,5 millions de pages. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut revenir à quelques semaines avant le 28 février. Le 30 janvier 2026, le département américain de la justice publiait, sous la pression d'un congrès qui avait adopté l'Epstein Files Transparency Act, plus de 3 500 000 pages de documents liés à l'enquête sur Jeffrey Epstein, le financier milliardaire condamné pour trafic sexuel de mineurs, mort en prison dans des circonstances que les théories officielles n'ont toujours pas réussi à rendre plausibles. La déflagration provoquée par cette publication a été immédiate et planétaire. Le prince Andrew de Grande-Bretagne a été arrêté. Peter Mandelson, ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, a subi le même sort. L'ancien premier ministre israélien Ehud Barak se retrouvait sous les feux d'une scrutinité intense, ses liens avec Epstein documentés dans des logs de visite, des échanges de courriels, des communications dont la teneur dépassait largement ce qu'une simple amitié mondaine peut expliquer. Plusieurs hauts responsables américains ont démissionné de leurs fonctions pour cause de connexion avec le financier déchu.
et le nom de Donald Trump apparaissait dans plus de 1800 références au sein de ces documents, des interactions sociales à Mar-a-Lago jusqu'à des allégations d'une toute autre nature. C'est dans ce contexte d'explosion médiatique et judiciaire que les recherches Google sur les Epstein Files ont atteint leur pic historique. Le monde entier regardait, et c'est précisément à ce moment-là, quand les dossiers les plus compromettants semblaient sur le point d'absorber toute l'attention publique américaine et internationale, que les bombes ont commencé à tomber sur Téhéran. L'analyste Shayel Ben Ephraim, ancien diplomate israélien aujourd'hui expert auprès de la société Atlas Global Strategies, a dit la chose le plus directement possible à Al Jazeera. Trump a réellement besoin d'une distraction de ses problèmes intérieurs sous la forme d'une guerre. Et si l'on regarde les recherches Google sur les dossiers Epstein, elles se sont effondrées depuis que les bombes ont commencé à tomber. Cette corrélation temporelle entre le pic des révélations Epstein et le déclenchement de la guerre n'est pas une coïncidence que les analystes sérieux peuvent se permettre d'ignorer. Le document que le FBI avait enterré. Parmi les millions de pages publiées, un document en particulier a refait surface dans les derniers jours avec une force capable, à elle seule, de justifier que certains comparent cette séquence à une fiction hollywoodienne devenue réalité. Il s'agit du témoignage d'une femme qui, en 2019, peu après l'arrestation d'Epstein, a été interviewée par le FBI. Dans cette déposition, elle relate qu'à l'époque où elle avait 13 ans, Epstein l'a présentée à Donald Trump avant de la laisser seule avec lui dans une pièce. Ce qu'elle décrit ensuite de cette rencontre est d'une gravité telle que les médias qui en ont rendu compte ont unanimement précisé ne pas pouvoir en reproduire les détails. Ce témoignage existait depuis 2019 dans les archives du FBI. Trump était alors président en exercice. L'enquête n'a pas progressé. Le dossier a été convenablement enfoui. Quand le département de la justice a finalement dû publier les documents après que le Congrès a brisé les résistances de l'exécutif, ce document est réapparu dans la liasse publiée, accompagné d'une explication officielle d'une maladresse confondante. Il avait été classé par erreur comme doublon. C'est pour cela qu'il n'avait pas été publié plus tôt. Un oubli administratif, une erreur de classement, sur le témoignage d'une femme décrivant une agression sexuelle sur une enfant de 13 ans impliquant le président des États-Unis. Trump savait que ce document existait quelque part dans les archives fédérales. La pression qu'il a exercée pour en retarder la publication, les efforts déployés pour rendre ce document introuvable dans la montagne des 3 500 000 pages restantes, et l'embarras manifeste du département de la justice contrainte de justifier sa disparition par une erreur de classement, dessinent ensemble le portrait d'un homme aux abois. Un homme qui a besoin, structurellement et urgemment, que l'attention publique soit ailleurs, quand Israël entre dans l'équation. Si cette guerre n'était qu'une manœuvre de diversion trumpienne, elle serait déjà assez sordide. Mais il y a une dimension supplémentaire dans cette équation qui dépasse la seule psychologie d'un homme politique aux prises avec ses scandales personnels. Cette dimension, c'est le rôle d'Israël. Le mémo du FBI daté d'octobre 2020, rédigé à partir d'informations fournies par une source confidentielle humaine, CHS selon la terminologie du bureau, contient une affirmation que Middle East Eye, le Wall Street Journal, WION et d'autres publications ont rapporté dans les jours suivant sa publication. Trump a été compromis par Israël et Jeffrey Epstein était un actif recruté par le Mossad, l'agence de renseignement extérieure israélienne, entraînée comme espion. Ce n'est pas la conclusion d'un blog complotiste. C'est ce que le FBI lui-même a consigné dans un document officiel sur la base d'une source humaine en 2020. Que ce document ait été enterré pendant 6 ans et ne soit réapparu que dans l'avalanche des publications forcées par le Congrès en dit long sur la profondeur de la pression institutionnelle exercée pour maintenir cette information dans l'ombre. Les éléments qui entourent cette affirmation ne sont pas des insinuations. Les registres de visite de l'immeuble d'Epstein à Manhattan documentent les venues régulières d'Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien, ancien chef d'état-major des armées israéliennes, homme avec des décennies d'expérience au cœur des services de renseignement de son pays. Les communications entre les deux hommes révèlent une relation qui débordait largement le cadre d'une amitié entre personnalités puissantes. Et les emails, publiés dans les archives Epstein, montrent que le financier lui-même plaisantait avec Barak sur ses liens présumés avec le Mossad en 2018, lui écrivant de clarifier qu'il ne travaillait pas pour le Mossad, remarque que certains lecteurs interprètent comme une dénégation ironique autant que comme une blague entre initiés. Mais le détail le plus révélateur peut-être est l'installation d'un tout nouveau système de surveillance dans l'immeuble d'Epstein en 2016. Nouvelles caméras, infrastructure technique entièrement renouvelée, placée dans un bâtiment qui était le lieu de rendez-vous de certains des hommes les plus puissants du monde occidental et dans lequel des mineurs étaient amenés régulièrement.
Et la question de qui a installé ce système a une réponse documentée dans les fichiers, des responsables de la sécurité israéliens. Epstein a personnellement approuvé les réunions entre son staff et ses officiels pour superviser l'installation des nouvelles caméras. Dans la terminologie des services de renseignement, ce type d'opération a un nom précis, le compromat. Collecter sur des personnalités influentes des informations suffisamment compromettantes pour les contrôler de manière permanente. Ce n'est pas une invention russe, c'est une pratique ancienne de l'espionnage international. Et elle est particulièrement efficace quand les informations collectées concernent des crimes contre des enfants, le type de crime pour lequel il n'existe aucune prescription morale, aucune explication plausible, aucune réhabilitation possible. 6 présidents ont dit non. Trump a dit oui. Pour saisir la singularité de la décision de Trump d'attaquer l'Iran le 28 février 2026, il faut la replacer dans son contexte historique. Israël cherche à entraîner les États-Unis dans une guerre ouverte contre l'Iran depuis des décennies. Clinton a refusé. Bush père et Bush fils, malgré leurs aventures militaires en Irak et en Afghanistan, ont résisté à cette pression spécifique. Obama a résisté, au point de signer l'accord nucléaire de Vienne que Netanyahou combattait ouvertement. Biden a maintenu la ligne, malgré les pressions croissantes après les attaques du 7 octobre 2023. 6 présidents différents, de sensibilités politiques différentes, ont regardé la proposition d'une guerre directe contre l'Iran et ont dit non, pas par idéalisme ou par amour de la paix, par calcul. Parce qu'ils avaient été briefés sur les réalités militaires, économiques et géopolitiques d'une telle aventure, et parce que ces réalités les avaient convaincus que le jeu n'en valait pas la chandelle pour les États-Unis. Trump a dit oui en une semaine, les raisons pour lesquelles ses prédécesseurs avaient dit non sont en train de se matérialiser avec une précision qui ressemble à une leçon d'histoire accélérée. L'Iran n'a pas capitulé, l'économie mondiale est sous pression, le pétrole est passé de 65 à 110 $ le baril en 8 jours, avec des projections qui parlent de 150 $ dans les prochaines semaines. Le prix de l'essence à la pompe aux États-Unis a bondi de 2,95 $ à 4 $ en une semaine, la hausse la plus rapide jamais enregistrée dans l'histoire américaine selon les analystes du Wall Street Journal, qui qualifient la situation de crise énergétique la plus grave depuis les années 70. Le détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20 à 25% des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel, est perturbé au point que 80 à 90% du trafic de tankers s'est arrêté. La bourse de New York vacille. Et à tout cela s'ajoute le coût humain, militaire, diplomatique d'une guerre qui s'étire là où elle devait être terminée en 48 heures. La division USA-Israël, comédie ou calcul? Dans ce contexte de déroute croissante, une fissure spectaculaire est apparue dans l'alliance américano-israélienne, ou du moins dans sa représentation publique. Israël a lancé, sans en informer préalablement Washington, plus de 80 chasseurs qui ont largué plus de 230 bombes sur 5 sites énergétiques iraniens autour de Téhéran, incendiant une trentaine de dépôts de carburant et de fuel, couvrant la capitale de millions d'Iraniens d'un nuage toxique dont les conséquences sanitaires se mesureront en années. La réaction de l'administration Trump, relayée par plusieurs publications numériques indépendantes américaines, aurait été, selon un conseiller de la Maison-Blanche cité nommément, de stupéfaction et de colère. Trump ne voulait pas que les installations pétrolières soient incendiées. Il voulait gagner la guerre, pas provoquer une crise pétrolière mondiale qui se retournerait contre son propre pays. Même Lindsey Graham, sénateur républicain et l'un des partisans les plus constants du soutien américain à Israël, a tenu publiquement des propos critiques sur ces frappes, reprochant à Israël d'avoir attaqué des installations qui n'auraient pas dû être ciblées et d'avoir causé des pertes économiques considérables à l'Occident. La chose est d'autant plus notable que Graham n'est pas homme à critiquer Israël facilement ou spontanément. Qu'il le fasse devant les caméras en dit quelque chose sur la tension réelle qui existe entre les deux alliés. Sauf que cette tension mérite d'être regardée avec un certain scepticisme analytique. Le schéma du bon flic et du mauvais flic est une technique aussi vieille que l'interrogatoire policier. Il permet à l'un des partenaires de se distancier publiquement d'une action dont il ne veut pas endosser la responsabilité médiatique sans pour autant en stopper les effets. Si l'administration Trump était genuinement scandalisée par les frappes israéliennes sur les installations pétrolières iraniennes, la réponse logique serait de menacer Israël de retrait du soutien américain. Rien de tel n'a été envisagé. Washington continue de ravitailler les avions israéliens, de partager ses renseignements, de protéger Israël à l'ONU d'un éventuel vote de cessez-le-feu. La rupture d'alliance n'existe pas.
Elle est mise en scène pour permettre à l'Amérique de gérer son image internationale et pour préparer une éventuelle sortie de crise sans avoir à assumer la totalité de ce qu'elle a engagé. Le nouveau guide suprême, l'effet boomerang. L'une des ironies les plus cinglantes de cette guerre est ce qu'elle a produit sur le plan de la succession au pouvoir en Iran. En éliminant Khamenei le premier jour, l'opération Epic Fury avait pour objectif implicite d'ouvrir une vacance du pouvoir, de créer une fenêtre d'instabilité institutionnelle dans laquelle des forces modérées ou réformistes pourraient s'imposer, rendant possible une négociation avec Washington selon les termes américains. Ce scénario supposait que le système iranien était fragile dans sa transmission du pouvoir, qu'il n'avait pas préparé sa succession, que la mort du guide suprême plongerait la République islamique dans une paralysie qui faciliterait soit un changement de régime populaire, soit une capitulation négociée. Ce scénario s'est heurté, là encore, à la réalité. L'Assemblée des experts, composée de 88 théologiens, a fonctionné. Elle a délibéré. Elle a tranché. En moins de 48 heures, Mojtaba Khamenei, fils du guide défunt, âgé de 56 ans, était confirmé comme troisième guide suprême de la République islamique d'Iran. Cet homme n'avait jamais exercé de fonction gouvernementale formelle. Il n'était pas un visage connu des chancelleries occidentales, mais il était profondément enraciné dans les structures de pouvoir de la République islamique, avec des liens organiques aux gardiens de la Révolution, une participation personnelle à la guerre Iran-Irak dès l'âge de 17 ans et une maîtrise des mécanismes du pouvoir acquise dans les coulisses de son père pendant des décennies. Les analystes occidentaux qui espéraient un successeur pragmatique, ouvert à la négociation, enclin à une désescalade rapide, ont dû réviser leurs projections. Mojtaba Khamenei est décrit par tous ceux qui l'ont côtoyé comme un homme de l'appareil sécuritaire bien plus que comme un homme d'État. Et il y a une dimension personnelle dans ce portrait que les planificateurs de l'opération Epic Fury auraient peut-être dû mieux mesurer avant de déclencher les hostilités. Sa femme, son père, sa mère et une large partie de sa famille proche ont péri dans les premières frappes américano-israéliennes. Imaginez qu'un homme dont la famille a été tuée en quelques heures par les bombes de Trump et Netanyahou serait enclin à s'asseoir à une table de négociation avec ces mêmes hommes relève soit de l'aveuglement, soit du cynisme. Dans les deux cas, c'est une erreur stratégique d'une gravité considérable. La guerre américano-israélienne n'a pas affaibli l'idéologie au pouvoir en Iran. Elle l'a radicalisé, elle a éliminé les modérés qui existaient et installé un homme dont l'alignement avec les gardiens de la Révolution ne souffre aucune ambiguïté. L'isolement américain quand la Suisse rompt sa neutralité. L'effondrement diplomatique de la position américaine dans cette guerre est aussi spectaculaire à sa façon que les ratés militaires. Les États-Unis ont déclenché cette opération avec la conviction, ou du moins l'espoir, que la communauté internationale, ayant constaté les capacités destructrices iraniennes et la menace nucléaire présumée, validerait rétrospectivement l'initiative. Ce calcul s'est révélé aussi erroné que les autres. La Suisse, nation dont la neutralité dans les conflits internationaux est le fondement identitaire depuis des siècles, a rompu ce principe fondamental pour condamner publiquement cette guerre comme injustifiée. D'anciens chefs d'État et diplomates de plusieurs pays appellent désormais à des sanctions contre les États-Unis pour la façon dont cette campagne militaire a été lancée. L'Espagne s'est distancée. Le Mexique, dont le président n'a jamais été tendre envers ce qu'il appelle l'arrogance américaine, a durci son ton. La Chine a dépêché un médiateur, Zhai Jun, dans la région. Et cette division internationale, loin de demeurer symbolique, ouvre de l'espace pour que la Russie et la Chine jouent un rôle plus actif dans le soutien à l'Iran, non plus seulement dans l'ombre, mais avec une légitimité diplomatique croissante. Car l'Iran n'est pas seul dans cette guerre, il ne l'a jamais été. Derrière lui, des partenaires stratégiques qui ont des raisons solides et distinctes de voir cette opération échouer, apportent leur contribution de façon qui reste délibérément sous le seuil de la co-belligérance directe. Le renseignement russe transmet en temps réel les positions des actifs américains dans la région. La Chine contrôle les matières premières critiques pour les systèmes radars américains. Et la fracture internationale que cette guerre a générée nourrit la marge de manœuvre de Pékin et Moscou sur tous les théâtres où leurs intérêts s'opposent à Washington, de l'Ukraine à Taïwan. L'esclavage et non l'alliance. Il y a une formule qui s'impose avec une force inconfortable quand on regarde l'ensemble de cette séquence. Ce qui unit Trump à Israël dans cette guerre ne ressemble pas à une alliance entre partenaires souverains. Cela ressemble à autre chose. Une alliance entre partenaires souverains se construit sur des intérêts mutuels. Chacun des deux partenaires y gagne quelque chose de tangible. Il y a un échange, une réciprocité, une négociation entre égaux. Ce que les États-Unis retirent de l'opération Epic Fury est difficile à articuler, même pour ses défenseurs les plus ardents à Washington. Le pétrole iranien que la victoire devait remettre sur les marchés n'a pas baissé.
il a décuplé. La stabilité régionale que la chute du régime islamique devait apporter est remplacée par la plus grave perturbation des routes pétrolières mondiales depuis les années 70. Le prestige américain, déjà fragilisé, s'érode à une vitesse que même les alliés les plus fidèles de Washington observent avec consternation. Et les vies américaines engagées dans cette aventure sont dépensées dans une guerre dont personne à Washington ne peut expliquer clairement ce qu'elle est censée gagner pour le peuple américain. Israël, lui, sait très bien ce qu'il veut. L'Iran est son ennemi stratégique existentiel depuis la révolution islamique de 1979. La destruction du programme balistique et nucléaire iranien, l'affaiblissement du Hezbollah et des autres mandataires de Téhéran, la recomposition de l'architecture régionale en faveur de la vision israélienne du Grand Israël, voilà des objectifs précis, cohérents avec une stratégie de long terme poursuivie, avec une obstination remarquable depuis des décennies. C'est cette stratégie que Trump, selon la formule indienne, a simplement accepté d'exécuter. Là où 6 présidents avaient regardé la même demande et trouvé un prétexte pour refuser, Trump a dit oui. Pourquoi Trump a-t-il dit oui quand ses prédécesseurs disaient non? La réponse que les documents eux-mêmes commencent à dessiner est que les prédécesseurs de Trump n'étaient peut-être pas sous la même pression. Ils n'avaient pas forcément, dans des archives protégées par une agence de renseignement étrangère, des témoignages sur leur comportement avec des mineurs. Ils n'avaient pas, quelques semaines avant de prendre leur décision, vu leur nom apparaître 1800 fois dans 3 500 pages de documents fédéraux, accompagnés de témoignages dont le détail aurait suffi, si l'enquête avait suivi son cours normal, à les placer sous mise en examen. Téhéran brûle, le pétrole flambe et les Iraniens tiennent. Pendant que ces équations politiques se jouent dans les coulisses du pouvoir américain, c'est le peuple iranien qui absorbe les conséquences concrètes de cette guerre que d'autres ont décidé pour d'autres raisons. 30 dépôts de carburant incendiés autour de Téhéran. 6 employés de la compagnie de distribution pétrolière iranienne tués dans les frappes. Une pluie noire et huileuse sur une métropole de 10 millions d'habitants. Les cancers de ces bombardements incubent aujourd'hui dans les poumons des enfants qui jouaient dans les rues de la capitale quand les fumées se sont élevées. Cela ne sera connu que dans 10 ou 20 ans. Les responsables de ces frappes seront morts ou retirés de la vie publique depuis longtemps. Mais l'Iran répond. Il répond avec une cohérence qui dément l'image d'un régime désintégré par la décapitation de son leadership. Le porte-parole des gardiens de la Révolution a répondu aux frappes sur les installations pétrolières iraniennes avec une clarté qui a eu le mérite de la franchise totale. Si vous brûlez notre pétrole, préparez-vous à 150 ou 200 $ le baril. Ce n'est pas une menace en l'air. C'est un avertissement sur lequel l'Iran a les moyens d'agir, parce que le détroit d'Ormuz, par lequel transite une fraction considérable de l'énergie mondiale, est sous portée de ses missiles et de sa marine. Le ministre de l'énergie du Qatar a confirmé le seuil, 150 $ le baril en 2 à 3 semaines si les producteurs du Golfe arrêtent leur production en réaction aux perturbations. Ce scénario n'est pas théorique. Il se construit chaque jour que dure ce conflit. L'Irak a déjà réduit sa production de 70%. Le Koweït a commencé à réduire la sienne. Et dans les foyers américains, le prix de l'essence à la pompe a déjà augmenté d'1 tiers en une semaine. Il y a une vérité politique irréfutable dans la mécanique des démocraties. Les guerres que les citoyens regardent à la télévision avec une curiosité distante deviennent une toute autre affaire politique quand ils arrivent à la station-service. Trump peut contrôler le message médiatique, il ne peut pas contrôler le prix de l'essence, le piège sans issue. Donald Trump est pris dans un étau dont les 2 mâchoires se referment simultanément. D'un côté, continuer cette guerre alourdit chaque jour son bilan domestique, prix de l'énergie en flambée, stock de marché en baisse, sondage qui montre que 60% des Américains sont opposés à une invasion terrestre, vétérans qui questionnent publiquement pourquoi l'Amérique combat la guerre d'Israël. De l'autre côté, reculer expose l'administration à une débâcle diplomatique et politique dont les répercussions pourraient être encore plus dévastatrices que les coûts de la continuation. Et dans les 2 cas, la question des fichiers Epstein n'attend que le moment où l'actualité de la guerre refluera pour reprendre toute la place qu'elle avait avant le 28 février. Thomas Massie, le congressiste républicain du Kentucky qui a poussé l'adoption de l'Epstein Files Transparency Act, a dit la chose avec une sobriété tranchante. Bombarder un pays à l'autre bout du globe ne fera pas disparaître les dossiers Epstein. La maxime est simple, elle est exacte. Wag the Dog se terminait par la chute du conseiller qui avait organisé la mise en scène. Les réalités politiques ont une façon de rattraper même les distractions les mieux orchestrées. L'Iran, lui, continue de tenir.
Au 8e jour, les missiles iraniens tombent encore sur les bases américaines du Golfe. Les villes souterraines de missiles continuent de livrer leur artillerie. Et chaque heure supplémentaire que l'Iran tient debout sous les bombes les plus sophistiquées du monde est une heure de plus qui pose au reste du monde une question dont la réponse se forme lentement, mais inexorablement. Dans cette guerre, qui est vraiment le prisonnier de qui ?